Nous discutons aujourd'hui d'un texte qui prétend répondre à la violence contre les personnels de santé, mais cette proposition de loi ne répond à rien. Elle ne protège pas, elle ne prévient pas, elle ne soigne pas. Elle ajoute simplement quelques lignes de plus à un code pénal déjà saturé, sans jamais s'attaquer aux causes profondes de la crise. C'est pourquoi nous défendons cette motion de rejet préalable. Parce que ce texte est non seulement inutile, mais dangereux. Il donne l'illusion de l'action, alors qu'il ne fait que déplacer le problème. Il alimente la spirale de la pénalisation, alors qu'il faudrait construire des réponses humaines, structurelles, politiques. Les responsables de l'état catastrophique de notre système de soins, ceux qui ont méthodiquement affaibli l'hôpital, suspendu les investissements, organisé la pénurie, viennent aujourd'hui avec la seule réponse qui ne leur coûte rien, l'inflation pénale. Avant d'entrer dans le détail, je veux dire ici tout mon soutien à celles et ceux qui, chaque jour, dans des conditions de plus en plus intenables, à la force de leur engagement, font tenir autant que possible debout notre système de santé. Je veux également redire fermement, aucune violence à leur encontre n'est tolérable. La violence contre les soignants est inacceptable. Mais l'inacceptable, c'est aussi de laisser pourrir ce qui la nourrit. Vous créez les causes, vous pointez le symptôme, mais vous refusez le diagnostic et surtout, vous ne proposez aucun traitement. En 2021, l'Observatoire national des violences en milieu de santé, ONVS, rapportait 19 328 signalements d'agression à l'encontre des professionnels de santé. Ce chiffre, aussi choquant et révoltant, dit l'urgence d'agir. L'urgence d'agir, oui, mais comment? Derrière cette démonstration d'autorité de façade, le texte est vide, vide de réflexion, vide de vision, vide de solution, car le problème est mal posé. Vous traitez les violences comme des faits isolés, comme des dérapages imprévisibles, alors qu'elles sont bien souvent le symptôme d'un système à bout. En effet, les services les plus exposés aux risques de violence sont les mêmes, la psychiatrie, les urgences et les EHPAD ou unités de soins de longue durée. En 2021, ces trois secteurs concentraient à eux seuls près de 47% des actes de violence signalés. Et surtout, les raisons évoquées dans les signalements disent autre chose que ce que laisse entendre votre texte. En 2021, près d'un signalement sur deux, 48,5%, concernaient des reproches liés à la prise en charge du patient. En 2022, cette proportion grimpe encore à 51,4%. Autre cause majeure, le refus de soins, ou plus précisément le nursing, qui représente plus de 21% des cas. Autrement dit, on ne parle pas d'un problème d'ordre public, mais d'un problème de qualité de soins, de relations humaines, de conditions de travail. Et face à cela, le gouvernement répond par le pénal, comme il s'agissait d'un simple problème d'incivilité. Mais monsieur le ministre, je vous parle. Monsieur le ministre, c'est ni plus ni moins qu'une erreur de diagnostic. Le projet politique imposé par la Macronie depuis 2017. Excusez-moi, madame la députée, excusez-moi. S'il vous plaît, il y a 10 minutes, tout le monde va supporter qu'il y ait 10 minutes. On va le faire dans un petit peu plus de silence. Si, vous y compris ici. Si, donc on écoute dans le calme. Je suis sûre que le ministre répondra ensuite et nous l'écouterons également dans le calme. Allez-y, madame la députée, s'il vous plaît, vraiment. Merci, madame la présidente. Le projet politique imposé par la Macronie depuis 2017 est guidé non pas par une idée du bien commun, mais par des logiques comptables, managériales, technocratiques. On réduit, on externalise, on fait des économies sur tout, sauf sur les effets d'annonce. L'hôpital, comme tant d'autres services publics, est géré comme une entreprise en crise permanente. Flux tendu, personnel pressurisé, injonctions contradictoires. Dans ce modèle, la souffrance devient un dommage collatéral acceptable et la violence, un simple dysfonctionnement à corriger à coups de circulaires et de sanctions. Il n'y a là ni ambition pour la santé, ni considération pour ceux qui la font vivre. Juste une fuite en avant, sans cap et sans souffle. Enfin si, le souffle de l'austérité. Je vais vous parler de ma circonscription. À Rennes, la réalité hospitalière est devenue insoutenable. L'hôpital Guillaume Régnier, plus grand centre psychiatrique de l'Ouest. Mais apparemment, ça ne vous intéresse pas, à vous, le Rassemblement national. S'il vous plaît. L'hôpital Guillaume Régnier. Attendez, madame la députée. Merci. Attendez, madame la députée, s'il vous plaît. Je suis désolée, je vais pas faire 12 000 rappels. Donc, je vous ai demandé un peu plus de calme. Et je voudrais que vous soyez un petit peu plus calme. Si vous avez des discussions à terminer, vous le faites dehors.
Allez-y, madame la députée. Donc, je vous parlais de l'hôpital Guillaume-Régnier, qui se trouve à Rennes, qui est le plus grand centre psychiatrique de l'Ouest. Il a perdu 120 lits en 3 ans. C'est un effondrement progressif, silencieux, mais bien réel de l'offre de soins en santé mentale dans un territoire pourtant fortement concerné. Au CHU de Rennes, l'hôpital de Pontchaillou, la situation est tout aussi critique. Depuis janvier, les urgences sont saturées à cause des épidémies hivernales. Le plan blanc a été déclenché par l'ARS, mais les renforts restent dérisoires face à l'ampleur de la crise. Les urgences adultes reçoivent près de 200 patients chaque jour. Les lits de réanimation sont pleins et le reste de l'hôpital fonctionne lui aussi en tension maximale. Les témoignages que je reçois sont alarmants. Des personnes âgées sur des brancards pendant plus de 10 heures. Un accès aux urgences désormais conditionné à un appel au 115 dans plein d'hôpitaux, notamment la nuit. Des soignants qui sont rappelés depuis chez eux durant leur temps de repos pour une ambiance d'épuisement, d'angoisse et de surcharge. Ce que me décrivent les personnels, ce sont des conditions de travail devenues invivables avec un risque permanent d'erreur médicale. Je l'ai moi-même constaté le 27 avril dernier alors que j'étais aux urgences. Un homme très âgé, respectez-le s'il vous plaît, un homme très âgé s'était cassé la clavicule et suppliait de pouvoir passer la nuit aux urgences car sa femme était elle-même alitée au domicile et qu'il ne pourrait pas assurer la moindre tâche domestique. Mais faute de lit, à 1 h du matin, il a été ramené chez lui après des heures sur des brancards dans les couloirs. Et évidemment, après la sidération, après les larmes, est venue la colère très forte face à des soignants qui étaient impuissants mais conscients. Cette situation locale reflète une tendance nationale alarmante. Depuis 2003, ce sont 94 000 lits qui ont disparu et le rythme s'accélère. Rien qu'en 2023, 4 867 lits ont encore été supprimés, soit une baisse de 1,3%, bien supérieure à la moyenne de moins 0,9% avant la crise sanitaire. Alors, ne faites pas semblant de découvrir cette hémorragie. Vous en êtes responsable car vous avez asphyxié l'hôpital public. Ce qu'il faut, c'est investir massivement, structurellement, pour qu'à Rennes, comme ailleurs, l'hôpital public puisse à nouveau remplir sa mission de service public, soigné et sans condition. Enfin, parlons de cette inflation pénale. Spoiler d'entrée, elle ne fonctionne pas. Elle permet de faire des plateaux télé, elle frappe les esprits, elle cause les cases de la communication politique, mais elle ne règle rien. Durcir les peines n'a jamais suffi à prévenir la violence, encore moins à soigner ceux qui la provoquent. Tout ça, on vous l'explique depuis des mois, à chacun de vos textes de surenchère répressive. Vous incarnez l'illusion de l'action à grand bruit, bas coût. Aucune étude ne démontre un lien entre la sévérité des peines et la diminution des actes violents ou délictueux, bien au contraire. La Commission nationale consultative des droits de l'homme que vous devriez lire, monsieur, la CNCDH est claire. Ce qui dissuade, ce n'est pas la lourdeur de la peine, mais le fait de rester impuni. Et même cela ne suffit pas. La CNCDH souligne qu'une approche globale est nécessaire et que la réponse pénale ne peut être qu'un des éléments de cette stratégie, pas l'alpha et l'oméga. D'autant que notre droit pénal n'est pas démuni. Les actes violents, les menaces, les intimidations sont déjà lourdement réprimés. Le code pénal regorge de dispositions à ce sujet. Ce n'est pas un vide juridique qu'il faut combler, mais un désordre structurel et politique à réparer. Depuis 2017, vous avez méthodiquement affaibli les services publics, démantelé la solidarité, comprimé les moyens de l'action publique à tous les étages et toujours face aux conséquences de vos propres choix, vous agitez la réponse pénale comme si elle pouvait tout réparer. Les derniers textes portés par votre majorité en témoignent. Alors, regardons concrètement cette proposition de loi. La mise en place d'une prise en charge à 100% des soins par l'assurance maladie, comme nous le proposons? Ben non. Augmenter les recours aux contrats d'engagement de service public, CESP, pour les étudiants en médecine avec un objectif de 10 000 contrats conclus à la fin du quinquennat? Ben non. Permettre aux étudiants en médecine d'étudier dans des conditions décentes jusqu'à la fin de leur internat grâce à une garantie d'autonomie de 1 063 € et reconnaître leur travail de stage? Toujours pas. Engager un plan de recrutement pluriannuel pour 100 000 soignants et médecins supplémentaires à l'hôpital, 300 000 dans le médico-social et les EHPAD? Encore moins. Non, principalement, l'article 1er propose d'aggraver un certain nombre de peines concernant les infractions commises à l'encontre du personnel ou des établissements de santé. Comment ne pas s'opposer à cette logique devenue presque réflexe qui multiplie et alourdit les peines sans jamais démontrer son efficacité? L'aggravation des peines, en réalité, ne coûte pas cher à l'État, mais donne l'illusion d'une action ferme alors qu'elle ne répond pas aux besoins du terrain.
Dans le contexte particulier de l'hôpital, ce sont surtout les conditions de travail dégradées, souvent indignes, qui nourrissent les tensions et les violences. C'est donc une réponse institutionnelle fondée sur les besoins et centrée sur l'amélioration des conditions de travail dont nous avons besoin. Ce texte, donc, encore une fois, est un écran de fumée, une opération de diversion, un rideau législatif tiré pour masquer la scène du désastre. Vous prétendez répondre à la violence, mais vous refusez d'en nommer les causes. Vous brandissez le code pénal comme un totem, une solution miracle pendant que l'hôpital s'effondre sous votre indifférence. À chaque lit supprimé, chaque poste non remplacé, chaque soignant brisé ou en burn-out, vous portez une part de responsabilité. Et maintenant, vous venez légiférer à bon compte pour faire croire que vous agissez. Un système de santé mentale se soigne avec du courage, avec des choix budgétaires, avec une vision politique. Rien de tout cela ne figure dans ce texte. Ce courage, vous ne l'avez pas. La vision politique, l'avez-vous déjà seulement eue. Alors oui, nous voterons cette motion de rejet parce que la santé mérite mieux qu'une inflation pénale, parce que les soignants méritent mieux que les symboles et parce qu'un pays qui maltraite son hôpital est un pays qui renonce à prendre soin de lui-même. Parce qu'être insoumis, c'est toujours défendre nos biens communs. Être insoumis, c'est toujours défendre les services publics et le patrimoine de ceux qui n'en ont pas.